J'ai ouvert la porte et je n'ai pas pu croire qui était avec mon mari. Je n'aurais jamais imaginé voir ça. Mon mari et ma propre sœur dans mon lit. Ce n'est pas un cri qui est sorti de ma gorge. C'était le vide, comme si l'air s'était figé dans mes poumons, et que le temps s'était brisé en 1000 morceaux. Je suis restée là, la clé toujours pendante à la serrure, mes doigts engourdis, mon sac glissant de mon épaule. Le monde entier est devenu flou, sauf eux. Lui, avec sa chemise déboutonnée, les cheveux en désordre, les yeux pleins de culpabilité, et elle, ma sœur cadette, portant cette robe rouge que je lui avais offerte pour son anniversaire. La même que je lui avais dit être trop provocante. La même, maintenant relevée jusqu'à ses hanches, ses jambes nues emmêlées dans les draps que j'avais changés moi-même ce matin-là. Je n'ai dit aucun mot. Je ne le pouvais pas. J'ai simplement fermé la porte doucement, comme si j'avais peur de réveiller quelqu'un, comme si ce que je venais de voir était un rêve dont je ne voulais pas sortir ou que je n'arrivais pas à interrompre. Je me suis assise sur les marches du porche sous la légère pluie qui s'était mise à tomber sans que je m'en aperçoive. Le froid s'est infiltré dans mes os, mais pas aussi profondément que le froid intérieur. J'avais l'impression que quelqu'un m'avait arraché le cœur et l'avait remplacé par un bloc de glace qui fondait lentement, laissant une mare de trahison dans ma poitrine. Je m'appelle Lucia. J'ai 37 ans. Et jusqu'à il y a 10 minutes, je pensais avoir une vie parfaite, ou du moins une vie assez stable pour pouvoir l'appeler la mienne. Je suis mariée à Andreas depuis 12 ans. Nous avons 2 enfants, Matteo, 9 ans, et Valeria, 6 ans. Nous vivons dans une maison en périphérie de la ville avec un jardin et un chien qui aboie trop. Je travaille à temps partiel comme graphiste à la maison, ce qui me permet de rester avec les enfants, de les emmener à l'école et de préparer leur collation. Je suis de ces femmes qui se lèvent avant l'aube juste pour que le petit déjeuner soit prêt. Qui repasse les chemises de son mari tous les dimanches soirs. Qui conserve les ongles coupés de ses enfants dans une petite boîte en bois, juste au cas où ils en auraient besoin un jour pour une greffe de moelle osseuse. Oui, je suis cette femme. Celle qui sourit sur les photos de famille et dit que tout va bien, même lorsque tout s'effondre. Et ma sœur, Camilla, 29 ans, libre, brillante, imprévisible. Elle a toujours été la préférée de notre mère. Celle qui a quitté la maison à 18 ans avec juste un sac à dos et un aller simple pour Barcelone, et est revenue 5 ans plus tard avec des tatouages sur les bras et un regard qui disait « Je n'ai pas besoin de permission pour exister ». Je l'admirais, même si je ne le disais jamais à voix haute. Je l'enviais aussi. Mais par-dessus tout, je l'aimais avec ce mélange de protection et de jalousie qui n'existe qu'entre sœurs. Elle était la flamme. J'étais l'ombre qui essayait de la maintenir allumée sans se brûler. Je n'aurais jamais imaginé que cette flamme me consumerait ***. Andreas et moi nous sommes rencontrés à l'université. Il étudiait l'architecture. J'étudiais le design. Nous sommes tombés amoureux dans une bibliothèque, au milieu de livres poussiéreux et de café froid. Il était silencieux, sérieux, mais avec une tendresse que seul moi connaissais. Il disait que j'étais son refuge. Que dans mes bras, il trouvait la paix. Pendant des années, j'ai cru que c'était vrai, jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai quitté la maison plus tôt que d'habitude car j'avais oublié mes rapports de travail sur la table de la salle à manger. Aujourd'hui, j'ai décidé de rentrer avant que les enfants ne reviennent de l'école parce que je voulais préparer cette tarte aux pommes qu'ils aiment tant. Aujourd'hui, j'ai ouvert la porte sans prévenir parce que c'est ma maison, parce que j'avais confiance. Et ils étaient là, dans notre lit, dans ma chambre, mon parfum flottant encore dans l'air. Camilla m'a vue la première. Ses yeux se sont écarquillés sous le choc. Elle a sursauté, tirant le drap sur elle, comme si cela pouvait effacer ce que je venais de voir. Andreas s'est tourné lentement, comme si le temps avait ralenti juste pour lui. Il n'a pas dit Lucia. Il n'a pas dit attends. Il m'a juste regardé. Et dans ce regard, il n'y avait aucune surprise, seulement de la résignation, comme s'il avait attendu ce moment. Comme s'il savait que tôt ou tard, je découvrirais la vérité. Lucia, a murmuré Camilla, la voix tremblante. Je n'ai pas répondu.
Je me suis levée de la marche. Mes jambes tremblaient, mais j'ai marché. J'ai marché jusqu'à la voiture, mis la clé, démarré le moteur. Je n'ai pas regardé en arrière. Je ne voulais pas voir leur visage. Je ne voulais pas voir le foyer que j'avais construit avec tant d'amour transformé en scène de mon humiliation. J'ai conduit sans direction. Les rues défilaient comme des images floues. Il pleuvait plus fort, maintenant. Le pare-brise s'est embué et je n'ai rien fait pour l'essuyer. Je voulais que tout soit flou. Je voulais ne rien voir, parce que si je ne pouvais pas le voir, peut-être que ce n'était pas réel. Mais c'était réel. Trop réel. J'ai fini dans un parc que je visitais lorsque les enfants étaient petits. Je me suis assise sur un banc mouillé sous un arbre qui ne donnait plus d'ombre. J'ai sorti mon téléphone. 3 appels manqués d'Andreas. 5 messages de Camilla. S'il te plaît, parle-moi. Ce n'était pas ce que tu crois. Je jure que nous ne l'avions pas planifié. Mensonge. Tout n'était que mensonge. Parce que ce que j'ai vu n'a pas besoin d'explication. Ce que j'ai vu est ce que c'est. J'ai commencé à rire. Un rire sec, creux, qui ressemblait plus à un sanglot. Comment avais-je pu être si aveugle? Combien de fois les avais-je vus ensemble ces derniers mois? Camilla venait dîner parce que les enfants lui manquaient. Andreas disait, elle a besoin de soutien, Lucia. Elle traverse un moment difficile. Et moi, folle que j'étais, je préparais le dîner, leur servais du vin, et les laissais seuls dans le salon pendant que je donnais le bain à Valyria. Combien de fois les avais-je entendus rire depuis la cuisine en pensant que c'était gentil de les voir bien s'entendre? Maintenant, je comprenais ces rires, ces regards secrets, la façon dont Kama touchait toujours le bras d'Andreas quand il parlait. La fois où je l'avais trouvé dans la salle de bain portant la chemise d'Andreas, disant qu'elle essayait juste. Cette nuit où Andreas était rentré tard du travail sentant un parfum. Le même que je portais le vendredi, le même que je portais aujourd'hui. Un bruit m'a tiré de mes pensées. Un bruissement dans les feuilles derrière moi. Je me suis tournée, sursautée. C'était juste un chien errant, mouillé et affamé, qui me regardait avec des yeux tristes. Il m'a rappelé Bruno, notre chien. Qui le nourrirait maintenant? Qui lui donnerait ses croquettes à cette heure précise? Qui le gratterait derrière les oreilles lorsqu'il avait peur du tonnerre? J'ai commencé à pleurer. Pas pour eux. Pour mes enfants, pour la vie qui était sur le point de s'effondrer sans qu'ils y soient pour rien, pour les questions qui allaient suivre. Pour les nuits où Valyria demanderait pourquoi tante Camilla ne venait plus jouer. Pour les fois où Matteo verrait son père et ne comprendrait pas pourquoi il ne vivait plus avec nous. Et puis, au milieu des larmes, j'ai ressenti quelque chose d'autre, quelque chose qui m'a fait encore plus peur que la trahison. C'était une pensée, petite, sombre, presque imperceptible. Et si moi aussi je l'avais voulu? Non, ce n'était pas possible. Je l'ai repoussée immédiatement, mais elle était là, flottant dans mon esprit comme une ombre, parce qu'Andreas n'était pas un saint. Et moi, je n'étais pas aussi innocente que je prétendais l'être. Il y avait des nuits où je me sentais invisible. Des nuits où il me touchait comme si c'était une simple tâche à accomplir. Des nuits où je faisais semblant d'avoir des orgasmes pour qu'il ne se sente pas coupable. Il y avait des jours où je regardais Camilla et me demandais ce que ça ferait d'être si libre, si désirée, si vivante. Il y avait des moments, surtout après Daniel. Non, je ne penserai pas à ça maintenant. Pas ici. Mais la pensée persistait. Et si ce n'était pas seulement leur trahison, mais aussi ma punition? Mon téléphone a vibré à nouveau. Cette fois, c'était ma mère. Lucia, ma chérie, ça va? Camilla a appelé. Elle a dit que quelque chose de terrible s'était passé. Je n'ai pas répondu. J'ai éteint le téléphone. Je ne voulais parler à personne. Je ne voulais pas que qui que ce soit me réconforte, car le réconfort signifiait accepter que c'était réel, et je n'étais pas encore prête. Je me suis levée du banc. Le chien m'a suivi quelques pas, puis s'est arrêté, comme s'il savait que je n'avais rien à offrir.
Je suis retournée à la voiture. Je savais que je devais revenir. Pas pour eux, pour mes enfants. Parce que même si mon monde s'était effondré, le leur ne le pouvait pas. Pas encore. Mais avant de démarrer le moteur, j'ai regardé mon reflet dans le rétroviseur. Mes yeux étaient rouges, mes cheveux trempés, mon maquillage maculé. Je ressemblais à une étrangère. Et à ce moment-là, j'ai su une chose avec une certitude absolue. Plus rien ne serait jamais comme avant. Et peut-être que ce n'était pas entièrement mal. Je suis rentrée juste au moment où le soleil commençait à se coucher derrière les toits du quartier. Les réverbères ne s'étaient pas encore allumés, mais le ciel avait déjà cette teinte pourpre qui précède la tombée de la nuit, comme si le monde, lui aussi, retenait son souffle. Je me suis garée dans l'allée et me suis assise quelques minutes, écoutant le moteur grésiller en refroidissant. Je ne voulais pas entrer. Pas encore. Mais je savais que je devais le faire. Pour Matteo, pour Valeria, car ils ne méritaient pas de payer pour les erreurs des adultes. Quand j'ai ouvert la porte, le silence était si épais que je pouvais presque le toucher. Pas de rire, pas de télévision, pas de bruit de Bruno courant dans le couloir. Juste l'horloge de la cuisine qui égrenait les secondes avec une cruelle insistance. J'ai marché lentement, comme si chaque pas me rapprochait d'une sentence. J'ai trouvé Andreas dans le salon, assis sur le canapé, la tête entre les mains. Il portait toujours cette même chemise déboutonnée, maintenant froissée, comme s'il l'avait tirée sans but. Quand il m'a entendu, il a levé les yeux. Ses yeux étaient bouffis. Il avait pleuré. Cela m'a surprise. Je ne l'avais jamais vu pleurer. Même pas à la mort de son père. Lucia, a-t-il dit, la voix brisée. Je n'ai pas répondu. J'ai enlevé mon manteau mouillé et je l'ai accroché au porte-manteau, comme si c'était un jour ordinaire. Comme si je n'avais pas vu ce que j'avais vu, comme si ma vie ne s'était pas scindée en deux. Où sont les enfants, ai-je demandé, d'une voix calme que je ne reconnaissais même pas, avec ta mère. Je l'ai appelée il y a 1 heure. J'ai dit que nous avions quelque chose d'important à discuter. J'ai hoché la tête. Bien. Au moins, il avait fait ça correctement. Je ne voulais pas que les enfants soient là lorsque la bombe exploserait. Et Camilla? Elle est partie. Elle n'a pas voulu rester. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas te regarder dans les yeux. Un rire amer m'a échappé. Comme c'était pratique. S'enfuir. Elle avait toujours fui. Camilla n'avait jamais appris à faire face aux conséquences. Elle laissait toujours les autres nettoyer le désordre. Je me suis assise en face de lui dans mon fauteuil de lecture préféré, celui où je lisais des histoires à Valeria avant de dormir, où Andreas me tenait dans ses bras le dimanche matin avec un café. Maintenant, ce fauteuil ressemblait à un trône de jugement. Combien de temps, ai-je demandé. Juste ça. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas accusé. Je voulais juste savoir depuis combien de temps je vivais un mensonge. Il a baissé les yeux, a dégluti. Il a mis tellement de temps à répondre que j'ai cru qu'il n'allait pas le faire. 3 mois, a-t-il finalement murmuré. 3 mois. Ce n'était pas un soulagement. C'était pire, car 3 mois signifiait que c'était planifié. Ce n'était pas une erreur momentanée, un moment de faiblesse. 3 mois signifiaient des regards partagés pendant le dîner, des SMS secrets sous la table, des moments volés pendant que je donnais le bain à mes enfants ou préparais le dîner. 3 mois signifiaient qu'ils avaient construit un monde parallèle à l'intérieur du mien. Et je n'avais rien remarqué. Pourquoi, ai-je demandé, même si je connaissais déjà la réponse. Il ne s'agissait pas de ce que je ressens pour elle, a-t-il dit rapidement, comme s'il avait répété cette phrase. Il s'agissait de ce que j'ai cessé de ressentir pour moi-même. Je l'ai regardé. Vraiment regardé. Et pour la première fois depuis des années, j'ai vu l'homme derrière le mari, le père, le pourvoyeur. J'ai vu quelqu'un de perdu, de vide, de brisé. Et tu as pensé que coucher avec ma sœur te ferait te sentir vivant, ai-je demandé avec une dureté qui m'a surprise moi-même. Il ne s'est pas vexé.
Il a juste hoché la tête, les yeux pleins de honte. Je sais que ça n'a aucun sens. Je sais que c'est impardonnable, mais Lucia, tu as été absente aussi. Pas physiquement, non. Mais émotionnellement, tu es enfermée en toi-même depuis des années. Comme si tu avais construit une cage autour de toi et que tu ne laissais personne entrer. Pas même moi. J'ai voulu argumenter. J'ai voulu dire qu'il n'avait pas le droit de me blâmer. Mais quelque chose dans ces mots m'a frappé comme une gifle, car il avait raison. Depuis Daniel, depuis qu'il est parti, quelque chose en moi s'est éteint. Pas tout de suite. Lentement, comme une bougie qui se consume sans qu'on s'en aperçoive. J'ai continué à cuisiner, à nettoyer, à aimer mes enfants. Mais le feu qui me faisait rire aux larmes, qui me faisait danser dans la cuisine avec Andreas sur une vieille chanson, ce feu-là s'était éteint, et à sa place se trouvait une femme qui jouait son rôle, mais qui ne ressentait plus. Ce n'est pas une excuse, ai-je dit, plus doucement cette fois. Ce n'en est pas une, a-t-il admis. Mais peut-être que nous étions tous les deux à la recherche de quelque chose que nous avions perdu. Et au lieu d'en parler, nous l'avons cherché ailleurs. Nous sommes restés en silence. Dehors, il recommençait à pleuvoir. Une pluie douce et régulière, comme si le ciel pleurait pour nous aussi. Puis la sonnette a retenti. Nous avons tous deux sursauté. Personne ne vient à cette heure-ci. Andreas s'est levé, mais je l'ai arrêté d'un regard. J'y vais. J'ai ouvert la porte. C'était Camilla. Elle était trempée, les cheveux collés au visage, les yeux rouges d'avoir pleuré. Elle portait toujours cette robe rouge, maintenant tachée de boue. Elle ressemblait à une enfant perdue. La sœur que je réconfortais pendant les cauchemars. Celle que j'avais serrée dans mes bras quand nos parents se disputaient. Celle que j'avais juré de protéger pour toujours. Laisse-moi t'expliquer, a-t-elle dit, la voix tremblotante. Il n'y a rien à expliquer, ai-je répondu avec une froideur que je ne me connaissais pas. Si, il y a, a-t-elle crié, la voix se brisant. Parce que ce n'était pas juste du sexe, Lucia. C'était quelque chose de plus. Quelque chose que je ne comprends pas. Quelque chose qui m'effraie. Je l'ai regardé. Vraiment regardé. Et j'ai vu quelque chose que je n'attendais pas. De la peur. De la vraie peur. Pas seulement la peur d'être découverte, mais la peur d'avoir ressenti quelque chose qu'elle n'aurait pas dû. Qu'est-ce que tu ressens, Camilla, ai-je demandé, calme malgré la tempête en moi. Elle a dégluti, a jeté un coup d'œil derrière mon épaule vers Andreas, qui regardait en silence depuis le salon. J'ai l'impression d'être tombée amoureuse, a-t-elle finalement murmuré. Le monde s'est arrêté. Ce n'était pas ce à quoi je m'attendais. Pas ce que je voulais entendre. Parce que si cela n'avait été que de la luxure, que du désir, j'aurais pu l'enterrer. J'aurais pu leur pardonner, ou du moins faire semblant, pour le bien des enfants. Mais l'amour change tout. Avec lui, ai-je demandé, bien que je savais déjà. Elle a hoché la tête. Mais aussi avec toi. Mon cœur s'est arrêté. Quoi? Pas comme ça, s'est-elle empressée de préciser. Pas de la même façon que je le ressens pour lui. Mais Lucia, tu es ma sœur, mon refuge, ma seule vraie famille. Et ce que j'ai fait, je ne t'ai pas seulement trahi. Je me suis trahi moi-même. Parce que j'ai choisi un moment de plaisir au détriment d'une vie d'amour. Ces mots m'ont frappé comme une vague. Parce qu'au milieu de la douleur et de la rage, il y avait une vérité que je ne pouvais ignorer. Camilla m'aimait, à sa manière imparfaite, chaotique, désespérée. Elle m'aimait et je l'aimais aussi. Entre, ai-je dit, m'écartant. Elle a hésité. Tu es sûre? Et non, ai-je dit, mais j'ai besoin de comprendre. Je l'ai laissé entrer. Andreas s'est levé en la voyant, mais n'a rien dit. Il l'a juste regardée avec un mélange de culpabilité et d'autre chose. De la tendresse, du désir, du regret. Je n'arrivais pas à dire. Camilla s'est assise sur le canapé, frissonnante.
Je lui ai apporté une couverture, non par pitié, mais par instinct, car malgré tout, elle était toujours ma sœur. Et dis-moi, ai-je dit, m'asseyant en face d'elle. Et puis, entre larmes et silence brisé, elle m'a tout raconté. Comment tout avait commencé par une conversation anodine. Comment Andreas avait vraiment écouté, quelque chose que personne n'avait fait depuis des années. Comment il parlait de moi. Combien il m'aimait, mais à quel point j'étais devenue distante. Comment, dans sa solitude, elle a commencé à voir en lui non seulement mon mari, mais un homme blessé tout comme elle. Comment, une nuit après un dîner où je m'étais enfermée dans mon bureau comme d'habitude, ils avaient fini par s'étreindre dans le jardin. Comment l'étreinte était devenue un baiser. Comment le baiser était devenu quelque chose de plus. Mais il n'y avait pas que lui, a-t-elle dit, me regardant dans les yeux. Et c'était parce que je sentais que si je me rapprochais de lui, je me rapprocherais aussi de toi. Comme si en le touchant, je pouvais te toucher. Comme si en étant dans ton lit, je pouvais comprendre pourquoi tu étais parti. Même si tu étais toujours là. Ces mots m'ont coupé le souffle. Parce que sa confession n'était pas seulement une trahison. C'était une recherche désespérée de connexion, d'amour, d'appartenance. Et puis, au milieu de toute cette douleur, je me suis souvenu de quelque chose que j'avais enterré il y a des années. Une nuit, quand Camilla avait 16 ans et moi 24, je m'étais réveillée et l'avais trouvée en pleurs dans mon lit. Elle disait qu'elle avait rêvé que je me mariais et l'abandonnais. J'avais promis que je ne la quitterais jamais, que nous serions toujours ensemble. Maintenant, elle avait brisé cette promesse. Mais peut-être qu'à sa manière tordue, elle essayait de la tenir. Et maintenant, a demandé Andreas, brisant le silence. Personne n'a répondu, car personne ne savait. Mais à ce moment précis, mon téléphone a sonné. C'était ma mère. Les enfants demandent quand ils vont rentrer à la maison. J'ai regardé Andreas. J'ai regardé Camilla. Et j'ai su que, quoi qu'il arrive ensuite, rien ne serait plus jamais pareil. J'ai raccroché sans répondre à ma mère. Je ne pouvais pas promettre à mes enfants que tout irait bien alors que je ne savais même pas si j'irais bien. J'ai fixé l'écran sombre comme si mon reflet pouvait contenir une réponse. Mais tout ce que j'ai vu, c'était mon propre visage, fatigué, confus, fissuré par des fractures invisibles qui menaçaient de me briser. Nous devons décider quoi leur dire, a dit Andreas doucement, comme si les murs pouvaient entendre. Nous ne leur disons rien, ai-je répondu plus vite que je ne m'y attendais. Pas encore. Camilla m'a regardée, surprise. Tu vas faire comme si rien ne s'était passé? Non, ai-je dit, me tournant vers elle. Je vais les protéger, parce que ce que tu as fait, ce que vous avez fait tous les deux, n'est pas seulement une trahison contre moi. C'est une trahison contre eux. Et ils ne méritent pas de porter ce fardeau avant d'être prêts à le comprendre. Un silence malaisant s'est installé. Andreas s'est frotté le visage avec ses mains comme s'il essayait d'effacer ce qu'il avait fait. Camilla a baissé la tête, serrant la couverture comme un bouclier. Et toi, a-t-elle demandé sans me regarder. Qu'est-ce que tu vas faire? Je ne sais pas, ai-je admis. Et pour la première fois depuis des heures, j'étais honnête. Mais je ne vais pas détruire ma famille à cause d'une erreur. Même pas une aussi grande. Ce n'était pas du pardon. C'était de la stratégie, de la survie. Parce qu'à ce moment-là, je n'étais pas seulement Lucia la trahie. J'étais Lucia la mère. Et les mères n'ont pas le luxe de s'effondrer complètement. Il y a toujours une partie d'elles qui reste debout, qui tient le toit pour que leurs enfants ne soient pas mouillés. Je suis allée à la cuisine. J'avais besoin de bouger. J'avais besoin de faire quelque chose de mes mains. J'ai mis de l'eau à bouillir. J'ai sorti les tasses. J'ai préparé du thé. Le rituel m'a calmé. Il l'avait toujours fait. Tandis que l'eau bouillait, j'ai regardé par la fenêtre. La pluie avait cessé. Le jardin scintillait au clair de lune, comme si rien ne s'était passé. Comme si le monde ne savait pas que dans cette maison, 3 vies venaient de s'entrechoquer.
Quand je suis revenue au salon avec les tasses, j'ai trouvé Camilla debout devant le portrait de famille au-dessus de la cheminée. Il datait d'il y a 2 ans. Plage d'été. Nous 4 souriants, les enfants entre nous, Bruno léchant les pieds de Valyria. Elle l'a touché du doigt, comme si elle voulait entrer dans la photo et y rester pour toujours. Et c'était réel, n'est-ce pas, a-t-elle demandé sans se tourner. Oui, ai-je dit. C'était réel. Alors pourquoi nous sentions-nous si vides? Je n'ai pas su quoi répondre. Parce que la vérité, c'est que je ne savais pas. L'amour s'épuise-t-il? S'évapore-t-il avec le temps comme l'eau dans une casserole découverte? Ou change-t-il simplement de forme, et nous n'apprenons jamais à le reconnaître? Peut-être, ai-je dit finalement. Nous n'avons pas su en prendre soin. Elle a hoché la tête, des larmes silencieuses coulant sur ses joues. Je n'ai jamais voulu détruire ça, Lucia. Je voulais juste avoir l'impression d'appartenir à quelque chose. Et quand Andreas m'a regardée comme si j'étais importante, comme si j'étais suffisante, j'ai perdu la tête. Et maintenant, ai-je demandé. Ressens-tu toujours la même chose? Elle m'a regardée. Ses yeux, toujours si brillants, étaient ternes. Maintenant, j'ai l'impression d'avoir perdu les 2 personnes que j'aime le plus au monde. Je n'ai pas pu m'en empêcher. J'ai fait un pas vers elle, puis un autre, et avant de le savoir, je la serrais dans mes bras. Ce n'était pas une étreinte de pardon. C'était une étreinte de deuil, car nous pleurions non seulement ce que nous avions perdu, mais ce que nous n'avions jamais réalisé que nous avions. Andreas n'a pas bougé. Il nous a juste regardés. Son expression était indéchiffrable. Peut-être du soulagement. Peut-être plus de culpabilité. Ou peut-être de l'envie. Parce que dans cette étreinte, il y avait un amour qu'il ne pourrait jamais comprendre. Un amour de sang, d'enfance partagée, de secrets murmurés sous les couvertures. Un amour qui se brise, mais qui ne finit pas. Je m'en vais, a dit Camilla lorsque nous nous sommes séparés. Je ne peux pas rester ici. Et tu n'as pas à partir, ai-je dit. Mais j'ai besoin de temps. J'ai besoin d'espace, et j'ai besoin que tu respectes cela. Je le ferai, a-t-elle promis. Je le jure. Elle m'a embrassé le front de la même manière qu'elle le faisait quand nous étions enfants et qu'elle avait peur du noir. Puis elle est partie sans regarder en arrière, sans dire au revoir à Andreas. Elle est partie, comme une ombre se dissolvant à l'aube. Quand j'ai fermé la porte derrière elle, je me suis appuyée contre le bois et j'ai fermé les yeux. J'étais seule avec lui, avec mon mari, avec l'homme qui m'a trahi et qui, d'une manière tordue, était toujours le père de mes enfants. « Tu vas me quitter ?» a-t-il demandé depuis le salon. J'ai ouvert les yeux. Je ne sais pas. Parce que si tu vas me quitter, je veux que ce soit maintenant. Pas après avoir fait semblant pendant des mois que tout va bien. Je ne veux pas que les enfants grandissent dans une maison pleine de mensonges. Je l'ai regardé et, pour la première fois depuis des années, j'ai vu du courage en lui. Pas le courage d'un héros, mais celui d'un homme acceptant les conséquences de ses actes. Et si je décide de rester, ai-je demandé, pourrais-tu vivre avec moi sachant que chaque fois que tu me regarderas, tu verras ta trahison se refléter dans mes yeux? Je préfère ça, a-t-il dit, que de te perdre complètement. Il y avait quelque chose dans sa voix, une sincérité que je n'avais pas entendue depuis longtemps, peut-être jamais. Et à cet instant, j'ai ressenti quelque chose d'inattendu. De la compassion. Non pas pour ce qu'il avait fait, mais pour l'homme qu'il était. Pour les personnes que nous avions été tous les deux. J'ai besoin que tu ailles en thérapie, ai-je dit. Tous les deux, toi et elle, séparément. Et j'irai aussi, parce que je ne peux pas réparer ça toute seule. Je ferai tout, a-t-il dit sans hésitation. Et j'ai besoin que tu quittes la maison pendant un certain temps. Non pas parce que je te déteste, mais parce que j'ai besoin de me souvenir de qui je suis sans toi. Il a hoché la tête. Je comprends. Cette nuit-là, j'ai dormi dans la chambre des enfants, dans le lit de Valyria, serrant son ours en peluche contre ma poitrine. Dehors,
le vent agitait les feuilles du jardin. Et pour la première fois depuis longtemps, je n'ai pas pensé à Daniel. Je n'ai pas pensé au passé. J'ai pensé à l'avenir, à la façon de reconstruire quelque chose qui semblait irréparable. Le lendemain matin, ma mère a ramené les enfants. Valyria a couru vers moi et m'a serré fort dans ses bras. « Maman, j'ai rêvé que tu partais et que tu ne revenais jamais. Je ne te quitterai jamais, mon amour, ai-je dit en lui caressant les cheveux. Matteo, plus réservé, m'a regardé avec des yeux qui semblaient déjà adultes. « Tu es triste ? » Un peu, ai-je admis. Mais je suis avec vous, et c'est ce qui compte. Ma mère m'a jeté un regard plein de questions, mais n'a rien dit. Elle a juste hoché la tête comme si elle savait que certaines blessures ne guérissent pas avec des mots. Cet après-midi-là, pendant que les enfants jouaient dans le jardin, j'ai reçu un message de Camilla. Merci de ne pas me haïr. Je ne mérite pas ton pardon, mais je te promets que je ne te ferai plus jamais de mal. Je t'aime, ma sœur. Toujours. Je n'ai pas répondu, mais j'ai sauvegardé le message, car parfois, le silence est la réponse la plus honnête. Les jours suivants ont été étranges. Vides, mais pas silencieux. Andreas a emménagé dans un hôtel. Les enfants ont remarqué son absence, mais n'ont pas posé beaucoup de questions. Peut-être qu'ils sentaient que quelque chose avait changé. Peut-être que, comme tous les enfants, ils savaient plus qu'ils ne le disaient. Un soir, en préparant le dîner, j'ai trouvé quelque chose dans la poche de sa veste, une note pliée. Je l'ai ouverte d'une main tremblante. Lucia, si tu lis ceci, c'est parce que je n'ai pas eu le courage de te le dire en personne. Ce que j'ai fait est impardonnable. Mais ce que je ressens pour toi n'a jamais changé. Je me suis juste perdue. Et dans mon désespoir, j'ai cherché la lumière au mauvais endroit. Pardonne-moi, non pour moi, mais pour eux, car ils ont besoin de toi entière. Et moi, je veux juste t'aider à guérir, même de loin. J'ai plié la note et l'ai mise dans mon tiroir à bijoux, à côté des photos de l'époque où nous étions heureux. Non pas parce que je croyais ces paroles, mais parce que pour la première fois, j'ai senti que peut-être, juste peut-être, il y avait de l'espoir. Mais la vie n'est pas un film. Il n'y a pas de fins heureuses garanties, seulement des choix. Et le mien n'était pas encore fait. Jusqu'à un après-midi, en me promenant dans le parc avec les enfants. J'ai vu Kama assise sur un banc, regardant simplement le lac. Elle n'a pas bougé en me voyant. Elle a juste attendu. Je me suis approchée. Les enfants se sont éloignés pour jouer dans l'herbe. Je ne suis pas venue te demander pardon à nouveau, a-t-elle dit. Je suis venue te dire que je pars. Où ? À Lisbonne. J'ai trouvé un travail là-bas. Design textile. J'ai toujours voulu y aller. J'ai hoché la tête. C'est beau, là-bas. Oui, on dit que le tage guérit les blessures. Nous sommes restés un moment en silence. Le vent agitait ses cheveux. Elle semblait plus calme, plus en paix. Reviendras-tu, ai-je demandé. Je ne sais pas, a-t-elle dit. Mais si je reviens, ce sera quand je serai sûre de ne plus te faire de mal. J'ai pris sa main. Et tu n'as pas besoin de partir pour te racheter, Camilla. Tu as juste besoin d'être honnête avec toi-même et avec moi. Elle a souri, un sourire triste, mais réel. Merci, ma sœur. Cette nuit-là, pendant que les enfants dormaient, j'ai appelé Andreas. Rentre à la maison, ai-je dit. Nous avons beaucoup à nous dire. Ce n'était pas un retour. C'était un commencement, difficile, douloureux, incertain, mais réel. Parce que parfois, l'amour n'est pas un feu, ce sont des cendres. Et à partir des cendres, quelque chose de nouveau peut être construit. Les semaines ont passé, puis les mois. Le temps ne guérit pas, comme on dit. Il vous apprend juste à vivre avec vos blessures, à marcher avec elles, parfois en boitant. Parfois la tête haute, mais toujours avec elles. Oui, Andreas est revenu à la maison, mais pas comme avant. Rien n'était comme avant. Il dormait dans la chambre d'amis.
Nous mangions ensemble, mais en silence. Nous parlions prudemment, comme si nos mots étaient du verre fragile qui pouvait se briser avec une respiration déplacée. Nous sommes allés en thérapie de couple, non pas parce que nous voulions sauver le mariage, du moins pas au début, mais parce que nous voulions comprendre comment nous en étions arrivés là, comment deux personnes qui avaient juré l'amour éternel avaient fini par chercher de la chaleur dans de mauvais bras. La thérapeute nous a posé une question qui me hante encore. Avez-vous aimé l'idée de l'autre ou l'autre pour de vrai? Je n'ai pas su quoi répondre. Andreas non plus. Mais dans les semaines qui ont suivi, j'ai commencé à le voir différemment. Non pas comme le traître, non pas comme le mari parfait qui était tombé, mais comme un homme avec des peurs, avec de la solitude, avec un besoin désespéré de se sentir vu. Et moi, j'étais une femme qui s'était cachée derrière la maternité, le devoir et la routine pour éviter de faire face au vide que Daniel avait laissé en moi. Oui, Daniel. Je ne l'ai jamais mentionné directement, mais il était là, toujours. Dans chaque silence, dans chaque regard distant, dans chaque nuit où je refusais d'être touchée parce que je craignais que, les yeux fermés, ce ne soit pas Andreas qui me tienne, mais son souvenir. Daniel, mon premier amour, mon premier mari, le père d'Alejandro. Il est mort il y a 2 ans. Un accident de voiture. Rapide, indolore, disait-on. Mais pour moi, c'était comme si le monde s'était arrêté. Et quand il a recommencé à tourner, je n'y avais plus ma place. J'ai rencontré Andreas 1 an plus tard. Il était un refuge, une seconde chance. Mais peut-être que je l'ai utilisé autant qu'il m'a utilisé, comme un moyen de fuir la douleur, de faire semblant de pouvoir aimer à nouveau sans ouvrir complètement mon cœur. Penses-tu que nous pourrions recommencer, a demandé Andreas un soir, alors que nous faisions la vaisselle ensemble. Non pas comme un couple, mais comme des compagnons de survie. Je ne sais pas si je veux recommencer, ai-je dit. Mais je veux essayer de comprendre qui nous sommes maintenant. Il a hoché la tête. Et dans ce geste, j'ai vu plus d'amour que je n'en avais vu depuis des années. Pendant ce temps, Camilla est partie pour Lisbonne. Elle m'écrivait toutes les 2 semaines, de longues lettres manuscrites pleines de dessins, de souvenirs, de questions sans réponse. Elle n'a plus jamais demandé pardon. Elle partageait simplement sa vie. Ses journées au studio de design, ses promenades le long du Tage, ses tentatives pour apprendre le portugais. Et toujours à la fin, une phrase. Tu me manques, ma sœur, mais j'apprends à t'aimer de loin. J'ai répondu avec des photos des enfants, Mathéo apprenant à faire du vélo, Valyria peignant des dessins qu'elle disait être pour tante Camille. Nous n'avons jamais parlé du passé, mais dans ces lettres, nous avons reconstruit quelque chose de plus fort que le pardon. Une nouvelle façon d'aimer sans possession, sans attente, juste la vérité. Un jour, j'ai reçu un appel inattendu. C'était ma mère. Camilla est à l'hôpital, a-t-elle dit, la voix tremblante. Elle a fait une fausse couche. Le monde s'est arrêté. Quoi? Elle était enceinte. Elle ne le savait pas. Ou peut-être qu'elle ne voulait pas le dire, mais elle a perdu le bébé. Elle est seule, Lucia, et elle a besoin de sa sœur. Je n'ai pas réfléchi. J'ai réservé un vol ce soir-là. Andreas a proposé de venir avec moi, mais j'ai dit non. C'était entre nous. Quand je suis arrivée à l'hôpital, je l'ai trouvée endormie, pâle, les lèvres sèches. Elle ressemblait à une enfant. La même enfant qui courait après moi dans notre jardin d'enfance, me suppliant de ne pas la laisser derrière. Je me suis assise à côté d'elle, j'ai pris sa main et j'ai attendu. Quand elle a ouvert les yeux, elle n'a rien dit. Elle m'a juste regardé. Et dans ce regard, j'ai tout vu. La douleur, la honte, la peur, et un silencieux soulagement de ne pas être seule. Et c'était de qui, ai-je demandé, même si je savais déjà. De lui, a-t-elle murmuré. D'Andreas. J'ai fermé les yeux, non pas de douleur, mais de chagrin, car ce bébé aurait été mon neveu ou mon enfant, ou les deux. La vie est à la fois si cruelle et si belle. Je suis désolée, a-t-elle dit, les larmes aux yeux.
Je suis désolée de t'avoir causé plus de douleur. Ce n'est pas ta faute, ai-je dit. La douleur était déjà là. Elle a juste trouvé une autre issue. Je l'ai serrée dans mes bras. Et cette fois, ce n'était pas une étreinte de deuil. C'était une étreinte de retour. Parce qu'à ce moment-là, j'ai réalisé que je ne pouvais pas continuer à la punir, ni à me punir, ni à punir Andreas. Parce que l'amour n'est pas une possession. Ce n'est pas la pureté. L'amour est le chaos. C'est l'imperfection. C'est choisir de rester même quand tout en vous veut fuir. Je suis rentrée à la maison avec une valise plus légère et un cœur plus lourd, mais aussi plus libre. Les mois qui ont suivi ont été lents, fragiles. Andreas et moi avons recommencé, non pas comme mari et femme, mais comme deux personnes qui ont choisi de marcher ensemble, même si le chemin était plein de décombres. Nous avons dormi dans le même lit. Nous n'avons pas fait l'amour tout de suite. Mais nous nous sommes touchés, nous nous sommes tenus, nous nous sommes regardés sans peur. Un matin, au petit déjeuner, Valyria a demandé « Vous allez divorcer, comme les parents de Sofia ?» Andreas et moi nous sommes regardés. « Non, mon amour, ai-je dit. Nous allons essayer quelque chose de plus difficile. Nous allons réapprendre à nous aimer. » Elle a souri, satisfaite, et est retournée à ses céréales. Matteo, cependant, m'a regardé avec ses yeux qui voient tout. « Ça fait mal ? » « Oui, ai-je dit. Mais parfois, ce qui fait mal guérit aussi. » Il a hoché la tête, comme s'il comprenait plus qu'il ne le laissait paraître. Aujourd'hui, près d'un an après avoir ouvert cette porte, je n'ai toujours pas toutes les réponses. Je ne sais pas si Andreas et moi serons ensemble pour toujours. Je ne sais pas si Camilla reviendra un jour. Mais je sais une chose avec une certitude absolue. Ouvrir cette porte ne m'a pas détruite. Cela m'a réveillée. Parce que parfois, la trahison n'est pas la fin. C'est le miroir le plus cruel et le plus honnête. Et dans ce miroir, j'ai vu non seulement ceux qui m'ont manqué, mais la femme qui avait cessé de vivre par peur de perdre à nouveau. Maintenant, je vis. Avec de la peur, oui. Avec des cicatrices, bien sûr. Mais vivante. Et si jamais j'ouvre à nouveau une porte et que je trouve quelque chose que je ne veux pas voir, au moins je saurai que j'ai la force de le regarder et de continuer à marcher.